Bonjour Martin. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Véronique, enchantée. Bonjour. Ouais, plus grand. Ouais, un peu. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Jean-Philippe Binette, je suis comptable agréé, je travaille en fiscalité chez Demersonde. Denis Donfiat, CPA auditeur, je suis fiscaliste dans un cabinet comptable à Montréal. Alexandre Schmitt, directeur de division au groupe Investors à Moncton. Bonjour, moi-même Martin Diane, directeur régional pour le groupe Investors Terrebonne-Lachine. Normand Clermont, CPA-CA, directeur régional groupe Investors Boucherville. On c'est vous qui devez. Bonjour, Monsieur Telfeu. Dernièrement, vous êtes venu me voir, mes collègues et moi, afin qu'on vous conseille sur votre société GotSoul, que vous avez ouvert il y a quelques années déjà, afin de vous conseiller sur des façons d'optimiser votre fiscalité. Donc, c'est ce que nous avons fait pour vous aujourd'hui. Nous avons trouvé des solutions, les meilleures solutions pour vous. Donc, mon équipe, Véronique Boulanger, Simon Caron et moi, Jessica Nadeau, de chez Solutions CBN Inc. Donc, aujourd'hui, pour la présentation, nous allons commencer par revoir avec vous quels sont vos objectifs de vie plus pour le futur. Par la suite, nous allons vous conseiller sur une restructuration à faire pour votre entreprise avant de passer à la vente de celle-ci. Donc, nous allons analyser les différentes offres que vous avez reçues pour par la suite parler encore une fois de vos investissements futurs, quelles sont vos options, la meilleure option. Et nous allons terminer avec des petites recommandations autant fiscales que comptables. Donc, premièrement, vos objectifs. Vous avez dit que vous voulez évidemment diminuer votre fardeau fiscal qui sera généré par le gain en capital suite à la vente de votre entreprise. Par la suite, vous avez parlé que vous avez plein d'idées en tête de futurs projets d'investissement, aussi peut-être un retour à l'école pour faire un MBA. Donc, tout au long de la présentation, nous allons avoir cet objectif en tête également. Et finalement, présentement, vous avez une conjointe. Vous avez comme projet de peut-être vous marier avec celle-ci et avoir des enfants. Donc, c'est sûr que vous avez besoin de liquidité future, de penser à ça. Nous avons des petites recommandations pour vous de ça également. Donc, je laisse mon collègue Simon commencer avec la restructuration d'entreprise. Tout d'abord, vous voulez vous départir de votre entreprise. Vous avez reçu des offres d'achat pour l'achat de votre entreprise actuelle. Et nous, on a commencé premièrement avec la restructuration fiscale et légale d'entreprise, soit avec une fusion verticale entre votre société de gestion qui était entre eux de vous et par la suite avec une fusion avec GotSoul pour unifier le tout. Pourquoi une fusion? Par la suite, ça va donner justement, vous, Marc, vous avez posé 100% des actions de GotSoul. Pourquoi une fusion? Actuellement, c'est quoi les problématiques qu'on a avec la structure que vous avez présentement? C'est que suite à l'acquisition de vos actions que votre société enregistrée possède de GotSoul, les gains en capital vont être produits dans votre société de gestion qui n'est pas considérée comme une SPCC, donc il ne sera pas éligible à la CDC pour venir réduire le fardeau fiscal suite au versement de dividendes par la suite. En plus, vu que c'est une société, vous êtes non éligible, elle va être non éligible à la DGC, donc encore une fois, venir réduire le fardeau fiscal suite à la vente des actions qu'elle possède de votre société. Finalement, par la suite, encore une fois, comme j'ai dit, tout doit passer par la société de gestion, donc il va y avoir une imposition sur les gains de capital sur la société de gestion, et par la suite, lorsque la société de gestion va vouloir vous verser un dividende, vous allez encore une fois être imposé, donc ça va venir réduire les liquidités que vous allez avoir à en retirer à la fin. C'est pourquoi que nous, on est allé avec la fusion. La fusion, l'avantage, c'est
si, quand vous avez fusionné l'entreprise, c'est vous qui allez maintenant posséder les actifs et les actions de Godsol qui va vous permettre de faire quoi? Un gain en capital pour vous et d'utiliser à la fois votre DGC et venir éviter le double seuil, le double taux d'imposition, soit aller l'imposition de gain en capital au sein de la société et par la suite l'imposition du dividende. Donc, tout d'abord, on va y aller avec là, les analyses des offres d'achat que vous avez reçues, qui est encore une fois, toutes les analyses ont été analysées en fonction suite à la fusion et non pas avec l'analyse des deux entreprises possédant l'autre. Donc, tout d'abord, l'achat par le groupe mexicain d'une société d'investissement privé d'une offre de 4,1 millions de dollars pour vos actions entraînerait quoi? Un montant reçu de 4,1 millions avec votre capital versé de 1 000 dollars qui, par la suite, avec votre DGC et une charge d'impôt de 880 000 dollars, considérant un impôt de 27 % pour vous, pour le particulier, qui vous donne une liquidité disponible de 3,2 millions de dollars dans vos poches à la fin. Par contre, c'est important de prendre en considération quoi ici? C'est que la société privée mexicaine est, encore une fois, installée bien sûr au Mexique. Donc, vos états financiers actuels, ils sont en NCCF. Et pour la vente d'une société à une compagnie d'un pays étranger, ce serait important de venir faire les IFRS. Donc, encore une fois, c'est des coûts. On ne les a pas monétarisés puisque c'est très difficile à établir. Les liquidités disponibles à la fin seraient, encore une fois, selon nous, inférieures à 3,2 millions de dollars qui, à la fin, vous allez voir le lien, ça va venir faire le lien pour lequel on n'a pas pris cette décision-là d'aller de l'avant avec cette offre-là. Par la suite, l'offre d'achat de 3,7 millions qui est dans un an. Donc, c'est un montant que vous allez recevoir dans un an net de 3,7 millions qui entraîne encore une fois une liquidité actualisée. Donc, pour la deuxième offre d'achat, comme vous pouvez prendre en considération, c'est que l'argent ne rentrera pas aujourd'hui, contrairement à l'acquisition, à l'achat, à l'offre d'achat qui est offerte par le groupe mexicain. Donc, c'est important de venir comparer les dollars d'aujourd'hui et non pas avec les dollars de demain, mais de venir tout actualiser les gains en capital et liquidités futures que cela va entraîner. Donc, encore une fois, le même principe que le premier numéro et qui nous donne une liquidité actualisée de 2,7 millions de dollars dans vos poches. Pour le numéro 2, il y a beaucoup d'avantages qui peuvent en retirer de ce côté-ci. C'est que les gains en capital, encore une fois, c'est que vous allez avoir une offre d'achat sur 3 ans. Qu'est-ce que ça entraîne une offre d'achat sur 3 ans? C'est que vous allez pouvoir utiliser à la fois votre provision pour gain en capital, donc venir répartir l'imposition de gain en capital sur les 3 prochaines années. Et encore une fois, dans ce cas-ci, on est allé avec le principe d'actualisation des liquidités futures, puisque l'argent dans 3 ans ne vaut pas l'argent d'aujourd'hui. Et si on veut vraiment bien comparer tous les offres d'achat, c'était très important. Et encore une fois, la DGC est utilisée, considérant le fait que vous n'avez pas encore utilisé une DGC pour l'instant, donc vous pouvez encore utiliser une DGC de 837 000 $, ce qui vous donne une liquidité actualisée disponible totale de 2,6 millions de dollars aujourd'hui. Par la suite, on va enclencher avec la troisième offre d'achat, soit celle des 51 % de l'or et soit celle que, selon nous, est la plus rentable pour vous du côté des liquidités. Tout d'abord, là, encore une fois, il y a le même principe que les deux premiers numéros. Vous allez avoir un gain en capital, vous allez pouvoir utiliser votre DGC. Mais où est-ce que ça vient justement fluctuer les premières offres d'achat? C'est que vous allez avoir plus du 1,8 million de dollars, recevoir un salaire de 100 000 $ pour les 3 prochaines années, en plus de travailler dans l'entreprise. Donc, encore une fois, on est venu actualiser le tout, c'est qu'il nous donne une liquidité actualisée disponible de 1,7 million de dollars pour les 51 % des actions. Donc, pour bien venir comparer les offres d'achat entre elles, c'est important de venir dire qu'est-ce que ça vaut cette offre-là? C'est quoi les liquidités si l'entreprise nous avait offert cette offre-là pour acquérir nos 100 % de nos actions? C'est qu'il nous a donné des liquidités disponibles à la fin de 3,2 millions de dollars. Et c'est pourquoi que nous, actuellement, on vous conseille d'aller de l'avant avec celle-là, avec cette offre-ci, puisque selon nous, c'est elle qui vous permet d'avoir le plus de liquidité dans vos poches suite aux transactions. Par la suite, la contre-offre. Vous nous avez demandé si on avait des idées de qu'est-ce que vous pourriez faire comme contre-offre pour venir négocier plus avec les acquéreurs actuels. Qu'est-ce que nous sommes venus penser? C'est que suite à la fusion, vous avez l'avantage de pouvoir venir faire quoi? Vous avez le choix de venir augmenter vos PBR actuels de vos biens dans vos états financiers à la JVM. Donc, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre que suite à la vente des actifs dans le futur, vu que vous allez vendre des actions, lors d'une transaction d'actions, les PBR des actifs dans l'entreprise restent inchangés. Donc, à la vente future
dans l'avenir, il y aura un très grand gain en capital, mais suite à la fusion, on a la chance de venir quoi? Venir augmenter nos PBR pour venir avantager l'acheteur qui, dans le futur, pour venir réduire sa charge fiscale, réduire son gain en capital de la sorte. Donc, c'est beaucoup plus avantageux pour lui et ça peut venir vous permettre de quoi? Négocier sur le prix et venir négocier sur les offres d'achat en général. Je vais vous laisser avec ma collègue Véronique pour l'investissement futur. Donc, vous nous avez mentionné que vous aimeriez faire des investissements futurs avec les liquidités qui allaient ressortir de la vente de l'entreprise que vous avez présentement. Il y avait plusieurs options qui se présentaient à vous. En fait, nous, on en a ciblé une en particulier. C'est la troisième, soit d'acquérir 25% d'une compagnie de terreau agricole pour un montant d'1 million de dollars. Pourquoi on est allé avec cette offre-là? En fait, c'est que faudrait analyser un petit peu plus en profondeur l'entreprise, voir qu'est-ce que c'est et tout. Mais si ça tombe que c'est une SPCC, en fait, vous pourriez utiliser la déduction pour gain en capital lors de la vente de ce nouvel investissement-là. Donc, c'est sûr, on veut penser encore plus loin. On ne veut pas seulement penser à qu'est-ce qui va être bon dans l'année qui s'en vient et dans l'autre. Vous avez seulement 23 ans. Donc, on veut voir beaucoup plus à long terme que ça. Aussi, une autre chose qui serait très avantageuse dans cette entreprise-là, quelque chose qui serait à regarder, en fait, c'est au niveau du développement durable. On sait que c'est quelque chose qui est très important de nos jours, le développement durable. Donc, comme c'est une entreprise de terreau agricole, il y aurait moyen d'inviter l'entreprise, étant donné qu'on aurait déjà les pieds dedans, d'inviter l'entreprise à faire du développement pour une nouvelle sorte de terreau, un terreau plus biologique. Et aussi, fiscalement parlant, ça nous permettrait d'avoir accès au crédit d'impôt à l'investissement en respectant tous les critères, puisque ce serait du développement. Aussi, on a certaines recommandations fiscales. Je vais laisser ma collègue Jessica vous les présenter. Donc, pour les recommandations fiscales, ce que nous vous recommandons, c'est qu'en ce moment, vous avez quand même beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on a pensé pour vous, c'est de cotiser à votre REER, bien entendu. Plusieurs avantages pour vous. Eh bien, évidemment, c'est une déduction qui vient dans votre revenu imposable. Donc, ça réduit votre impôt à payer immédiatement. Aussi, c'est des intérêts à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que vous allez prendre votre retraite et faire les retraits. Également, présentement, vous êtes aux études et vous pensez les continuer. Donc, vous pouvez penser à faire un REP, ce qui vous permettrait de faire un retrait de votre REER qui serait à la fois, encore une fois, à l'abri de l'impôt. Également, un RAP. Vous prévoyez avoir des enfants, vous marier, peut-être une maison plus tard. Donc, vous pourriez peut-être venir rapper un montant d'argent. Également, vous pensez vous marier. Donc, cotiser au REER de votre conjointe pourrait être un avantage pour vous et pour elle également si elle ne fait pas le même salaire que vous. On ne connaît pas réellement sa situation. C'est sûr que si on pourrait regarder ça plus précisément dans le futur avec vous, avec des vrais chiffres. Un autre objectif que vous aviez en tête, avoir des enfants. Le moment venu, c'est juste pour vous en parler brièvement, mais le moment venu, vous pourriez penser à cotiser au régime enregistré d'épargne études. Ça, c'est très avantageux, puisque vous mettez un montant d'argent à l'intérieur et le gouvernement vient mettre une subvention à la hauteur de 20% pour le gouvernement fédéral. Donc, comme c'est écrit, le montant qu'on vous suggère de cotiser, c'est 2 500 $ par année par enfant, puisque c'est ce qui vient mettre la subvention maximale du gouvernement. L'avantage, c'est que les cotisations sont non déductibles dans le revenu, mais par contre, c'est non imposable quand on retire. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que l'intérêt qui est fait à l'intérieur est non imposable. Quand l'enfant va retirer, généralement, un enfant n'a pas beaucoup de revenus, donc c'est pour ça qu'au retrait, au final, il ne sera pas imposable. Donc, avec les solutions qu'on vous a proposées, en fait, on vous a parlé de vendre votre entreprise seulement 51% de votre entreprise. Donc, il faut tenir en compte que vous allez encore être dans l'entreprise et vous allez encore avoir un certain pouvoir. Donc, on a certaines recommandations comptables pour vous. Le but de ces recommandations comptables-là, en fait, c'est de maximiser les impacts fiscaux positifs qu'il va avoir dans l'entreprise. En fait, on veut que l'entreprise continue à sauver de l'impôt. Donc, au niveau des assurances, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé votre état des résultats un peu en détail
voir où est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes, où est-ce qu'il pourrait y avoir certaines petites choses qui pourraient causer des problèmes au niveau fiscal. En fait, au niveau des assurances, il faut toujours faire attention. S'il y a une assurance vie qui est comprise là-dedans, en fait, on n'avait pas vraiment de détails, mais on aime mieux vous avertir. S'il y a une assurance vie, en fait, c'est non déductible puisque vous n'avez pas de prêt à long terme. L'assurance vie, elle est déductible seulement si c'est pour couvrir un prêt à long terme. Aussi, au niveau de la maintenance du site Internet, en fait, lorsqu'on a des entretiens, réparations, de la maintenance et tout ça, c'est toujours important de vérifier si ces montants-là sont capitalisables ou non. Lorsqu'on les capitalise, en fait, c'est qu'on ne peut pas les déduire tout de suite dans notre revenu. Ils vont aller à notre actif, donc ils vont se déduire au moment de l'amortissement, au moment de la DPA qu'on va prendre. Donc, au niveau de la maintenance du site Internet, ce qu'on veut savoir pour pouvoir le capitaliser, on veut voir est-ce que ça apporte une amélioration. Donc, par exemple, est-ce que c'est si, par exemple, je refais ma toiture, si je remets le même bardeau, ce n'est pas une amélioration. Mais si je mets un bardeau de meilleure qualité dessus, là, c'est une amélioration. Là, je peux le capitaliser. En analysant un petit peu vos états financiers, en fait, on a constaté que la dépense de maintenance du site Internet est quand même assez semblable d'une année à l'autre. Donc, on s'est dit que c'était réellement de la maintenance, puisque ça semble être des dépenses qui reviennent d'une année à l'autre. Donc, à ce moment-là, c'est non capitalisable. C'est une dépense qui est déductible dans notre revenu, mais il faut toujours faire attention s'il arrive quelque chose à un moment donné, si cette dépense-là est capitalisable. Aussi, au niveau des frais de représentation, en fait, les frais de représentation, il y a plusieurs règles particulières à ce niveau-là, surtout au niveau des frais de repas. En fait, s'il y a des frais de repas qui sont inclus dans vos frais de représentation, vous ne pourrez pas les déduire à 100%. Les frais de repas, on peut seulement les déduire à 50%. Il y a certains petits cas particuliers qui font en sorte qu'on peut les déduire à plus que 50%, donc à 50%. C'est quoi ces situations particulières-là? En fait, c'est lorsqu'on organise des événements pour tous nos employés. Donc, par exemple, un party de Noël, une soirée pour XY raison. Dans ce temps-là, les dépenses de repas sont déductibles à 100%. Par contre, on peut seulement en organiser 6 dans l'année. Donc, c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous aider, vous orienter un peu et savoir comment aller déduire un petit peu plus d'impôts. Aussi, votre sœur vous rend certains services gratuitement dans l'entreprise. En fait, il y aurait possibilité de la rémunérer en tant que travailleuse autonome. Qu'est-ce que ça ferait ça? Bien, premièrement, ça lui ferait un petit revenu supplémentaire. C'est toujours agréable d'avoir un petit peu plus d'argent dans nos poches, même s'il est imposé. Ça nous fait quand même un peu plus d'argent dans nos poches. Et quel impact est-ce que ça va avoir pour vous dans l'entreprise? Bien, en fait, c'est que pour vous, c'est déductible à 100%, puisque même si c'est votre sœur, bien, elle travaille réellement, elle fait réellement du travail. Et aussi pour votre sœur, en fait, si, comme elle va être travailleuse autonome, ça lui permet de déduire certains frais. Donc, si par exemple, elle utilise un ordinateur, si elle utilise une pièce à la maison, donc il y a certains montants qui sont déductibles. La papeterie, donc pour elle aussi, ça peut être avantageux parce que si elle a utilisé des logiciels, si elle a acheté des logiciels pour répondre à vos demandes, en fait, c'est des montants qu'elle peut déduire. Et en fait, normalement, elle les paie elle-même, sauf qu'en étant travailleuse autonome, elle pourrait être en mesure de les déduire. Ça pourrait donc être très avantageux à la fois pour elle et pour vous, puisque comme c'est une dépense qui est déductible, ça vient diminuer votre revenu, donc diminuer, oui, vos bénéfices, mais ça vient diminuer votre imposition. Finalement, Solutions CBL, espérons vraiment avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Et petite conclusion encore une fois, comme ma collègue l'a justement dit, la planification comptable est très importante actuellement puisque les nouveaux changements de l'ORC du côté des dispositions volontaires vont beaucoup de plus en plus sévères. Donc si, suite à la restructuration et à la vérification de vos états financiers, vous remarquez certaines erreurs du
côté des planifications et des impôts que vous avez payés dans les dernières années, il serait très profitable pour vous de justement venir de l'avant, de faire votre divulgation volontaire avant le 1er mars, avant des nouvelles lois, et justement venir économiser de l'impôt et économiser des risques futurs. Sur ce, merci beaucoup. Vous mettez une contre-offre dans vos propositions. Quel avantage que vous y voyez, positif et négatif? Pour nous ou pour l'acheteur? L'acheteur. Et le vendeur. Oh, et le vendeur. Du côté de l'acheteur, c'est vraiment du côté qui va pouvoir venir réduire son gain en capital futur. Du côté, vu qu'on va pouvoir venir augmenter les PBR suite à la fusion verticale, il va pouvoir venir réduire ses impacts fiscaux si un jour il veut disposer des actifs ou disposer de la liquidation de l'entreprise future. Du côté du vendeur, nous, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un plus grand pouvoir de négociation. Si l'acheteur, justement, veut venir à la baisse, réduire les montants, on peut venir dire, on peut venir négocier beaucoup plus avec lui, et même du même côté, on peut venir augmenter la valeur de vente qu'on peut y offrir en y montrant que justement on peut y offrir des gains futurs, donc nous, on pourrait en profiter aujourd'hui. Okay. Vous avez parlé de divulgation volontaire, des changements qui s'en viennent. Est-ce que je comprends bien qu'il peut y avoir eu des transactions qui ont été mal faites, qu'il faudrait peut-être reviser? Est-ce que c'est ça que vous essayez de dire? Ben, en fait, on n'a pas nécessairement suffisamment d'informations sur tous vos états financiers. Donc, nous, en fait, on vous a dit les endroits où est-ce qu'il pourrait y avoir des petites coquilles qui se sont glissées au niveau fiscal parce que c'est certain que c'est des règles particulières. On est comme, ah, ben j'ai des frais de représentation, on les passe toutes, mais c'est seulement 50%. Donc, ce serait peut-être des choses à vérifier avec la personne qui a fait vos déclarations. On aime mieux être plus prudent que d'autres choses. Justement, comme mon collègue l'a dit, les pénalités vont devenir beaucoup plus sévères. Est-ce que ça aurait dû faire partie de diligence? Bien, en effet, quand, si par exemple, on avait vendu à l'entreprise au Mexique, c'est certain qu'il y a une entreprise qui veut acheter, il veut des états financiers qui sont bien présentés. Ça, il n'y a pas l'air d'avoir de problème à ce niveau-là. Mais l'entreprise ne veut pas non plus se retrouver avec des problèmes fiscaux parce que l'entreprise qui achète, c'est certain qu'elle devient responsable du passé légal et fiscal de l'entreprise. Quand vous parlez d'augmentation du PBR, vous vous placez du point de vue de l'acheteur. C'est pas une considération. Est-ce que j'ai bien compris? Ou, quand vous parlez de la fusion GESCO-OPCO, vous dites que ça va avoir un effet d'augmentation sur le PBR. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? Ou c'est de ça que vous parlez? Ou... oui, en fait, ça va venir augmenter justement le PBR. Oui, c'est du côté de l'acheteur. C'est sûr que pour nous, ça n'a pas d'impact pour moi. Pour nous, ça n'a pas de l'impact du côté financier pour nous, mais ça a un impact du côté de pouvoir de négociation. Encore une fois, on a la chance de pouvoir venir augmenter le prix de vente qu'on peut y offrir. On peut venir justement dire qu'on a justement une autre offre du côté mexicain de 4,1 millions de dollars. Et de ce côté-ci, avec cet avantage-là, on peut peut-être pouvoir venir justement augmenter le prix de vente qu'on peut négocier avec cet ange financier. Okay. Mais comment vous faites pour augmenter le PBR? Je ne comprends pas, s'il vous plaît. Ben, en fait, c'est une règle fiscale qui nous permet de faire ça. On peut augmenter le PBR du montant déterminé. En fait, c'est un calcul qu'on vient faire et ça nous permet, lorsqu'on fait une fusion de ce genre-là, c'est un choix qu'on peut faire. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est certain que pour la personne qui achète, ça devient un gros avantage. Vous parlez de la DGC. Est-ce que vous avez analysé si la vente des actions se qualifiait à la DGC? Oui, de ce côté-ci, dans le cas, il était inscrit que justement 100% des actifs actuellement étaient utiles à l'exploitation active de l'entreprise. Donc oui, il était... Donc vous avez pris acquis que même s'il y avait 2 millions de cash, que c'était utilisé dans l'entreprise, donc ça se qualifiait? Oui. OK. Est-ce que vous jugez important de faire une convention d'actionnaire? Si on y va de l'avant avec notre méthode justement du 51%, oui, ça serait très important puisqu'on va venir rentrer un nouvel actionnaire dans l'entreprise et on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans le futur s'il y a un décès ou pas justement que par la suite à son décès ou que justement sa femme vient prendre propriétaire de l'entreprise. Donc oui, si dans le cas où il va avec le 51% de vente, il faudrait mettre en place une convention des actionnaires. Puis est-ce que vous pensez que c'est pas un risque de léguer le contrôle de la compagnie en vendant 51% des actions? Au contraire, nous, on va plutôt ça sur une forme de placement. Parce que vous, présentement, vous voulez retourner aux études et vous voulez aller de l'avant avec des nouvelles entreprises. En restant active
dans cette entreprise-là, mais n'entend pas en plein contrôle de l'entreprise. Vous allez pouvoir justement bénéficier peut-être des dividendes annuels et aussi des croissances futures du bien qui, en n'étant pas sous le contrôle total de l'entreprise, vous allez pouvoir venir mettre beaucoup plus de temps dans vos nouveaux plans de carrière, soit l'éducation et, encore une fois, la création de nouvelles entreprises. Donc, l'entreprise, votre entreprise actuelle, on est comme un peu une méthode de financement de vos projets futurs. La période de questions est terminée. Merci.